C'est une rencontre chaleureuse de bien des points de vue, je trouve, parce qu'il fait bon dans cette salle également. Ouais, on accueille avec beaucoup de plaisir Patrick Vivray pour conclure vraiment cette très belle journée, hein. Il y a eu vraiment de très 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 jolies interventions, très profondes. Personnellement, je suis ravi. Je peux vous dire qu'il est rare, voilà, d'entendre autant de riches paroles dans ce type de rencontre. Et puis c'était des paroles incarnées pour beaucoup d'entre elles par des artistes riches d'une expérience, artistes, anthropologues, etc. Et moi j'ai été très passionné. Je vous remercie, voilà, je remercie vraiment tout le monde pour cette qualité et d'intervention et d'échange. Alors Patrick nous rejoint. Il aurait dû venir plus tôt, il souhaitait venir plus tôt, mais c'est pour la bonne cause. Il n'a pas pu être tout à fait des nôtres comme prévu, parce qu'il participait à la marche sur le climat jusque tout à l'heure. Et voilà, il a interrompu sa marche pour nous rejoindre. Et je lui disais en aparté que finalement, on a croisé dans les débats d'aujourd'hui beaucoup de sujets de travail qu'il a lui-même investi depuis plusieurs années. Je vais juste demander aux personnes qui se trouvent derrière le rideau de bien vouloir, s'il vous plaît, parler moins fort ou aller vers l'extérieur si vous voulez poursuivre des conversations. C'est dommage qu'ils nous rejoignent pas, les gens qui sont derrière le rideau, parce que on a un super mec qui vient d'arriver, il s'appelle Patrick Vivray. Moi, j'aimerais bien qu'on l'écoute parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'il est à Sevran, donc il faut en profiter. Donc ça va pas être long, c'est juste la conclusion. Ah. Oui, donc je disais qu'on avait croisé beaucoup de thèmes sur lesquels toi-même tu travailles depuis longtemps. Et au fond, si j'avais à trouver une traverse dans tout cela, ce serait de se poser cette question: comment être davantage maître de nos vies, hein? Patrick Vivray, il est notamment l'auteur d'une autre approche de la richesse, un ouvrage qui a un titre très rigolo: Pourquoi ça ne va pas plus mal? De la convivialité. Il est aussi l'auteur de l'appel à la fraternité avec Abdenour Bidar. Il a animé des démarches de dialogue en humanité. Il participe à de multiples groupes de travail sur l'économie solidaire, le développement durable, la protection du climat. Sur un chantier récent, Patrick travaillait sur cette question: comment favoriser l'implication citoyenne à la coopération entre acteurs pour la réalisation d'objectifs partagés? Bien justement, Patrick, c'est vraiment l'une des questions centrales qu'on a posées au cours de cette journée, mais à travers ce prisme de démarches qui font résonner art et participation. J'aimerais bien aussi t'entendre à un moment donné nous parler de cette problématique de la participation, parce qu'on a interrogé la notion, je ne dirais pas le concept, et parfois on a souligné que c'était aussi un mot valise derrière lequel il y avait beaucoup de sens différents. Mais ce qu'on a évoqué, ce sont des situations qui accordent toute leur importance à l'expérience partagée, au faire avec. Et donc des situations qui mettent en jeu des rapports humains profonds à travers ces expériences artistiques, qui s'avèrent aussi donc des expériences de vie. Et là, j'ai envie de restituer deux propos d'habitantes. L'un dans le cadre d'un film qui nous a été proposé ce matin, et puis un autre qui nous a été livré au cours du débat. Il y a une habitante qui disait: on ne serait pas venu spontanément au théâtre, à peu près, hein, je traduis, on ne serait pas venu spontanément au théâtre. En gros, ça voulait dire, on n'a pas le réflexe, on n'a pas les codes, on n'a pas l'envie. Alors du coup, on a fait venir le théâtre chez nous. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, cette réflexion? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce que ça ne veut pas dire que ce sont les personnes qui, étant impliquées, au fond, font tomber des barrières qui, sinon, se seraient dressées devant elles? Et elles se sont donc, en quelque sorte, instituées en sujet, hein, en devenant des acteurs, des spectateurs, effectivement, alors émancipés entre guillemets. Donc on a interrogé aussi cette notion, cette idée de participation, et j'ai entendu plusieurs questions. Je ne peux pas toutes les restituer, mais j'évoque celle-là. Par rapport à cette idée de participation, est-ce qu'on n'est pas aussi
comment dire, prisonnier de certaines illusions? Est-ce que l'idée de participation, parfois, n'est pas un faux-né? Comment ne pas assigner, par exemple, des formes artistiques à des publics? Comment ne pas assigner des artistes à des formes? C'était le propos, par exemple, de Yann Gilg à un moment donné. Comment générer des situations de reconnaissance et de respect? Alors, non pas seulement des habitants, des gens, qui sont des mots un peu vagues, mais a-t-on dit des personnes? On était très personnaliste cette année, cet après-midi dans le débat. Au fond, comment créer les conditions qui permettent à chacune et chacun de se constituer en sujet? Alors voilà, toutes ces questions, nous les avons abordées tout au long de cette journée à travers ce que l'on appelle, même d'une formule un peu discutable, sans doute, les arts participatifs. Mais qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Patrick, toutes ces réflexions, j'allais dire plus généralement, sur un plan sociétal, et j'allais dire au-delà, sur un plan civilisationnel? Qu'est-ce qui se joue à travers tout cela? Bon, c'est tout. Oui. Tu as 20-25 minutes pour traiter ce sujet. Je sais que tu es capable. Alors, d'abord, il y a effectivement un lien entre les questions que tu évoques et puis ma participation tardive, parce que je considère que les enjeux écologiques et sociétaux sont directement en rapport avec ces questions. C'est la raison pour laquelle je suis très investi dans les marches sur le climat, mais aussi parce que tu évoquais Abdenour Bidar quand on avait lancé cet appel à la fraternité, parce qu'avec Abdenour Bidar, on a proposé une hypothèse qui est celle du double dérèglement climatique. C'est-à-dire, il y a évidemment celui qui s'exprime par le réchauffement moyen, au sens écologique du terme. C'est purement une moyenne, parce qu'en réalité, ça se traduit par une accentuation de phénomènes extrêmes. Donc ça peut être autant des inondations que des sécheresses. Mais ça, c'est la partie proprement écologique. Mais il y a une autre phase du dérèglement climatique qu'on peut appeler au contraire une glaciation relationnelle et émotionnelle qui se traduit sur le plan social par la montée des logiques de peur, donc de phénomènes de repli identitaire, et in fine parce que William Reich, dans Psychopathologie du fascisme dans les années 30, avait analysé sous le concept de peste émotionnelle. Et il y a un lien systémique entre les deux phases du dérèglement, parce qu'on comprend bien que plus les gens sont déprimés, isolés, dans la peur de l'avenir, et plus ils compensent aussi par des formes de surconsommation énergétique, alimentaire, de toute nature, etc. Et on ne peut pas combattre le dérèglement sous sa forme écologique si on ne combat pas le cœur de la cause du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance qui est dans le second dérèglement. Vous savez, il y avait un rapport des Nations Unies qui était extrêmement éclairant, qui mettait en évidence que les dépenses de drogue et de toxicomanie, par exemple, représentaient plusieurs fois les sommes qui permettraient d'éradiquer la faim, de permettre l'accès à l'eau potable, aux soins de base, à un logement de base, etc. Que les dépenses d'armement, c'était encore un multiple plus important. Or là, on est au cœur de ce qu'on peut appeler une économie du mal-être, du mal de vivre, du côté de la drogue dure, s'entend, et puis des dépenses de maltraitance du côté des dépenses militaires. Une fois qu'on a repéré ça, on comprend bien que l'alternative positive, et c'est pour ça que la dimension culturelle, artistique et participative me paraît essentielle, c'est au contraire sortir de la glaciation émotionnelle, relationnelle, de tout ce qui atteint en profondeur le vivre ensemble, et permettre à la fois aux personnes, tu évoquais la question des personnes, mais aussi aux groupes sociaux dans lesquels ces personnes se trouvent insérées, de reprendre pouvoir sur leur propre vie, de sortir des logiques de peur, de ce que le philosophe Spinoza appelait les passions tristes,
pour aller vers celles qui sont source de vie, du côté de l'éros, du côté de la valeur, en donnant au mot valeur son sens fort. Valeur, ça veut dire la force de vie. Moi, tu évoquais le travail que j'avais fait, la mission sur une autre approche de la richesse. Ça commençait par dire redonnons aux mots leur véritable sens et résistons à la novlangue de l'économiste qui fait que, par exemple, un mot comme valeur, qui veut dire force de vie, se transforme en value for money. Ou un mot comme bénéfice, qui veut dire activité bénéfique, source de bienfaits, se transforme en solde monétaire. Ou un mot comme métier, qui veut dire projet de vie, ministère mystérieux, c'est un vieux mot, le mot métier qui nous vient du XIIe siècle, du compagnonnage, et qui rassemble la notion de ministère au sens de service et de mystère, et qui renvoie donc à de la vocation, à du projet de vie. Quand on confond par exemple métier et emploi, en réalité on dit le contraire, parce que emploi, ça veut dire être plié à, alors que dans un métier, on se déploie, on se déplie, on se met dans son axe de vie. Donc au cœur du double dérèglement climatique, il y a le fait que quand les personnes, mais aussi les groupes sociaux, se trouvent dépossédés de leur propre vie, eh bien, ils basculent du côté de la peur et, in fine, du côté de la peste émotionnelle. Regardez la situation absolument dramatique que sont en train de vivre nos amis brésiliens, avec le risque considérable qu'un véritable candidat fasciste, il n'y a pas d'autre mot pour le caractériser, qui est misogyne, homophobe, nostalgique de la dictature, qui parle déjà des gens qui s'apprêtent à tuer si il va être élu. Moi, j'ai des amis qui ont été torturés et emprisonnés au moment de la dictature et qui se posent sérieusement la question de savoir s'ils ne vont pas devoir à nouveau s'exiler. C'est un cas dramatique de peste émotionnelle, tel que l'avait analysé Reich quand il avait cherché à comprendre pourquoi des gens qui étaient des victimes d'un système qui était le système capitaliste de l'époque, au lieu de se retourner contre ce système, se retournaient contre plus pauvres, plus exclus, plus victimes qu'eux-mêmes. Et ça, c'est impossible à comprendre si on reste dans une analyse rationnelle, mais c'est compréhensible si on intègre la dimension émotionnelle, parce qu'effectivement, à ce moment-là, quand on est dans la peur du déclassement, par exemple, eh bien, d'une certaine façon, la tentation pour éviter de dégringoler l'échelle sociale, c'est de se retourner contre plus bas que soi dans l'échelle sociale. Et donc, cette compréhension des enjeux émotionnels du côté des risques, elle appelle du côté des stratégies positives, au contraire, le fait d'utiliser la variable positive de l'émotion, qui est du côté de la joie, qui est du côté du bien-vivre, qui est du côté de l'empathie, qui est du côté de l'amour, qui est du côté de l'éros face à Thanatos. Et ça, c'est vrai sur le plan écologique, pour les raisons que je viens de dire, mais c'est vrai aussi sur le plan sociétal, justement par rapport à cet immense enjeu qui est devant nous, qui est celui de nos rapports aux robots, puisque tous les grands débats sur les questions de la mutation du travail et de l'emploi sont structurés par la question combien d'emplois restera-t-il au terme des processus de mutation technologique qui concernent le numérique ou qui concernent de plus en plus les biotechnologies. Or, la seule façon de prendre positivement le problème plutôt que de le prendre par le bout de la peur ou de la limitation de la casse, c'est justement de dire, au fond, réservons l'emploi aux robots. C'est-à-dire, partout où il y a des situations où des êtres humains sont condamnés à être pliés à, parce que ce sont des activités pénibles, des activités redondantes, des activités déqualifiées, etc., il vaut bien mieux que ce soit des robots, peu importe que ce soit des robots agricoles, des robots industriels, des robots numériques ou des robots biotechnologiques. C'est l'élément fondamental de la subordination qui est à ce moment-là un critère
dans cette perspective. Et inversement, réservons les métiers au sens d'œuvre, les métiers au sens de ministère mystérieux, et si on veut à tout prix utiliser le mot travail, faisons comme André Gorz, distinguons à ce moment-là le travail contraint du travail choisi, c'est-à-dire les œuvres, les métiers qui nous permettent de nous tourner du côté de la logique de l'émancipation. À ce moment-là, on est sur des métiers qui sont pleinement humains et que des robots, même sophistiqués, ne pourront pas prendre en charge. Or, qu'est-ce que, par exemple, un robot, même sophistiqué, ne pourra pas être capable de vivre? Parce que c'est bien la question du vivre. Eh bien, par exemple, 3 rapports fondamentaux qui sont alors là, pour le coup, complètement au cœur de la dimension artistique et culturelle, qui est le rapport à la beauté, le rapport à l'amour et le rapport au sens. Le rapport à la beauté, parce que par exemple, un robot, il n'est pas capable de s'émerveiller. Il peut simuler l'émerveillement si l'algorithme qu'on a foutu à l'intérieur veut faire cette simulation, mais il ne sera pas dans un rapport à la beauté. Même chose sur l'amour. Vous pouvez avoir, on commence à le voir dans des films de science-fiction, mais ça commence à exister dans un certain nombre de coins, notamment au Japon, en Thaïlande, des espèces de super robots androïdes à côté desquels les poupées gonflables sont vraiment gentillettes, mais ça ne sera jamais de l'amour. C'est-à-dire, on n'est pas dans une situation où un robot peut aimer. Et pour les mêmes raisons, un robot ne se posera pas les questions du sens de sa vie, de sa naissance, de sa mort, tout simplement parce qu'il n'est pas né, il a été fabriqué, il ne mourra pas, il tombera en panne ou il sera mis en rebut, etc. Donc ça veut dire une chose essentielle, c'est que les métiers de l'avenir, en donnant au mot métier son plein sens, sont tous les métiers qui incluent le rapport à la beauté, le rapport à l'amour, le rapport au sens. Parce que, par exemple, et ça ne veut pas dire simplement que c'est des métiers nouveaux, ça peut être aussi d'anciens métiers à revisiter à la lumière de ce critère. Par exemple, le métier de pays, le métier de paysan fait retour parce que la préservation de la beauté d'un paysage, les métiers de pays, sera aussi important que les métiers de production de biens agricoles. Tous les métiers de l'amour, c'est évidemment tous les métiers de la relation, les métiers du care, les métiers qui font en sorte que les êtres humains progressent dans leur qualité de vivre ensemble. Arrête de croire qu'on est condamné à tomber amoureux, mais qu'au contraire, on peut s'élever en qualité d'amour. Tous les métiers du sens, c'est-à-dire évidemment les métiers éducatifs, les métiers culturels, mais aussi les métiers spirituels, en donnant à ce terme son sens complètement ouvert et laïque du terme, c'est-à-dire le fait que tout être humain est confronté à la question du sens de sa vie et de sa mort, et que c'est vrai aussi bien individuellement que collectivement. Et donc, si on rassemble ces éléments-là, on voit bien que la grande question, au fond, qui est aussi une question politique, c'est comment devenons-nous artistes de notre vie, pour reprendre un des thèmes récents qu'on avait choisi dans les rencontres internationales de dialogue en humanité. Et à ce moment-là, évidemment, cette conception-là ne peut être que participative, au sens de tout être humain doit devenir acteur de sa propre vie, sujet. Mais évidemment, cette participation-là n'a rien à voir avec le management participatif qui n'est qu'un Canada Dry de la participation et qui vise à faire croire à des êtres humains qu'ils vont participer, mais participer à quoi? C'est-à-dire, si on ne crée pas des conditions telles que la prise en charge de sa propre vie sur le plan personnel, la capacité sur le plan collectif de groupes humains de se mettre debout pour échapper à toutes les formes de subordination, d'aliénation, d'exploitation, de domination, c'est-à-dire tous les éléments sociétaux et politiques qui
condamne des êtres humains à être pliés à être en état de subordination, ben, on comprend bien que si le Canada Dry de la participation, c'est faire passer la pilule de la subordination sous l'équivalent d'un greenwashing sur le plan social, ça, c'est pas de la véritable participation. Il n'y a de pleine participation qu'à partir du moment où la capacité d'influer sur les décisions et donc sur les choix de vie sont déterminants. Voilà, il me semble, une passerelle possible entre les questions que vous êtes posées au cours de la journée et puis les questions qui étaient au cœur de la marche sur le climat auquel je viens de participer. Ah oui. Mais moi, je n'ai pas envie d'ajouter un mot à ce que tu viens de dire. C'était magnifique, c'était essentiel. Je suis content de comprendre que nous nous trouvons plutôt du côté des roses, de la beauté, de l'amour et du sens. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de continuer de faire. Et puis, je cède la parole tout simplement à Valérie pour le mot de conclusion. Mais après Patrick, on ne peut pas parler, c'est à chaque fois pareil. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé de conclure. Merci infiniment pour cette belle journée. Merci à tous. Et en tout cas, je peux juste dire que les prochains départs, parce que sinon je vais me faire gronder très fort par mon équipe, je vois Charline qui est là-bas au fond, il y a des prochains départs pour les gens qui vont aller voir des spectacles à domicile qui sont organisés avec l'équipe, soit que vous ayez vous-même vos voitures, soit qu'on doit vous accompagner. Voilà. Et je vois qu'il y a encore des habitants qui sont là, comme Marc, et qui ont des spectacles chez eux ce soir. Et voilà, donc on va aller se diriger. Après, voilà, on peut boire encore un verre ensemble et après on va aller... Oui, Charline ? Rendez-vous à 17h dans le hall. Voilà, et peut-être, j'espère que chacun sait le spectacle qu'il va voir. Et en tout cas, s'il y a des confusions, on va vous éclairer. Toute l'équipe de la poudrerie est là pour vous accompagner. Merci à tous.